Koudir, bonjour. Ça fait longtemps. Merci d'être venu dans ces périodes un peu difficiles, je dirais. Des ennuyeuses. Ouais. Le but aujourd'hui est d'essayer de passer en revue nos ancêtres et nos parents, à commencer par de notre grand-père commun, Saïd. Tu ne l'as pas connu, moi non plus, mon père non plus. Il est né en 1850, 1915. On est loin de l'avoir connu. Même ses enfants se rappellent vaguement de lui. Il est décédé lorsqu'ils étaient pratiquement tous en bas âge. Plus âgé, c'est Omar, il avait à peine 15 ans. Alors, tu m'as montré, tu as trouvé un portrait que tu vas expliquer, comment tu as des informations sur notre grand-père Saïd et l'histoire du portrait dont tu... Cette photo, c'est une ressemblance. C'est que le plus beau, c'est que c'est fait à Biskra. Or, c'était à Biskra, le tableau qui a été fait par Diné. Il a été fait à Biskra parce qu'il était daté de 1901. Et ce bonhomme-là, il se trouve que c'est un bonhomme de Biskra aussi. Je trouve qu'il avait des ressemblances. Bon, il n'avait pas le nez aussi aquilin que celui-ci, mais enfin la physionomie, c'est à peu près ça sur le tableau de Diné. Mais est-ce que, justement, tu peux expliquer l'histoire du tableau de Diné? Le tableau de Diné, il était donc dans l'ancienne usine, dans le bureau de Sir Omar, là, donc dans le premier sous-sol. Il avait un bureau à lui qui donnait sur la grande terrasse, là, qui servait au séchage de tabac. Et qui donnait sur le ravin. Oui, bien sûr, tout donnait sur le ravin, bien sûr. Et ce tableau-là, il était souvent, il était en face de lui. Je ne sais pas qui est-ce qui m'avait dit, c'est ton grand-père. Oh, tiens. Mon grand-père, c'est écrit Eudiné Biskra 1901, mon grand-père, qui s'appelle Eudiné Biskra 1901, ça me laissait un petit peu de cul. Je n'ai plus fait attention. 1901. Et il était daté de 1901, ouais. Ouais. Parce qu'ils y allaient souvent, ils passaient les printemps là-bas à Hammam Salhin, à Biskra, c'est la fontaine chaude, là, qui est très très réputée pour ses eaux sulfureuses. D'accord. Oui, il y avait même un établissement géré par la chaîne transatlantique. Transatlantique, oui. Oui. Ça j'ai connu plus tard, oui. Beaucoup plus tard. Il y avait un hôtel à Biskra même, et le hammam lui-même était géré également par la chaîne transatlantique. Donc il y avait des bassins là, que l'on remplissait avec l'eau chaude là, qui en permanence était, je crois, à 42 ou 43 degrés. Donc c'est un établissement thermal. C'est un établissement thermal. Personnellement, j'y suis allé avec mon grand-père à Sidarmor en 1946. C'est la première fois où j'y allais à Biskra. Et donc la famille y allait bien sûr. Il n'y avait pas de voiture, ça allait en diligence, bien sûr. Ah, d'accord. Tu penses bien. Ou en chemin de fer, parce que le chemin de fer, il y a une ligne de chemin de fer qui a été ouverte entre Bonn, Constantine, Biskra, parce qu'il y avait beaucoup de décivants qui venaient de l'étranger, beaucoup d'Anglais, beaucoup de gens du Nord qui venaient passer le printemps là-bas, précisément à Biskra. Biskra était la plus grande oasis algérienne, elle l'est toujours d'ailleurs. Elle était dans la littérature, Gide allait à Biskra, un tas de monde allait à Biskra. Bien avant lui, le peintre Jean Fromentin. Oui. Bien sûr, il y a un livre extraordinaire qui s'appelle, de lui, son premier livre, malheureusement, il est très très rare, il est introuvable, qui s'appelle Lettres de jeunesse. Là, il faut le voir, là, il campait pratiquement, il n'y avait pas de diligence à l'époque, c'était à dos de cheval. Et à chaque étape, il faisait son journal, et ça a été réuni sous forme d'un livre qui s'appelle Lettres de jeunesse, que je te conseille de lire parce qu'il est fantastique. Fromentin. Ah, comment? Ouais. D'accord. Bien sûr, Fromentin, sa littérature est unique dans le genre descriptif. J'ai relevé une phrase de Ingres, le peintre Ingres. Oui. Il disait de Fromentin, si M. Fromentin avait autant de lumière et de couleur dans sa peinture que dans sa littérature, il serait le plus grand artiste peintre du monde. Ah ben c'est bien. Il faut lire les subtilités des couleurs qu'il décrit dans ses livres.
Oui, enfin bref, pour revenir au grand-père, donc par conséquent, ce portrait donc, était dans l'ancienne usine, 94, et là malheureusement il a brûlé en 1952 quand il y a eu un incendie, c'était, je me souviens, au mois d'août. Et Omar venait juste d'arriver, il était en France, il venait juste d'arriver. Tu te rends compte, si ça a brûlé, qu'il n'était pas là, je ne sais pas comment il serait devenu dingue, là, il était témoin de ce qui a... Oui, j'ai retrouvé dans la dépêche de Constantine un article à ce sujet. Ici, je voudrais ouvrir une parenthèse dans le récit de Khoudir et vous lire l'article de presse sur l'incendie de la fabrique de tabac Benchicou. Cet article, bien sûr, a été publié dans la dépêche de Constantine, mais la première fois, je l'ai trouvé dans le dossier de la police de surveillance des indigènes. Pendant quasiment toute la durée de la colonisation en Algérie, et certainement dans d'autres colonies, il y a eu une police ou des éléments de police affectés tout particulièrement à la surveillance des indigènes. C'était une surveillance, je pense, politique. Le but était de savoir tout ce qui se passait chez les indigènes, donc les Algériens, pour prévenir et maîtriser toute velléité de rébellion contre le pouvoir colonial. Ça s'est fait à plusieurs niveaux. Les informations partaient de l'inspecteur de police. Dans certaines villes, il y avait un service spécial avec sans doute un commissaire, donc ça varie. Et il y a des rapports, donc j'ai exploité, ça a été la source. Cette surveillance des indigènes a été la source, disons, la plus importante d'informations sur ma famille, la famille Benchicou, que j'ai collectée en allant aux archives, l'ANOM, A-N-O-M, Archives nationales d'outre-mer. Voilà, c'est les archives de la colonisation. Elles sont dans le domaine public depuis un certain temps pour tout ce qui concerne la période de la colonisation d'Algérie. Et donc, je suis heureux pour ma propre connaissance de l'histoire de ma famille, que ces archives existent. Mais bon, le fait que les Algériens, toute personne était soumise à une surveillance, il y avait des dossiers qui étaient faits, et dans le dossier ouvert au nom de la famille Benchicou. Donc c'est dans ce dossier de la famille Benchicou que j'ai trouvé l'article de la dépêche de Constantine du 19 août 1953. Je vais vous le lire parce que c'est assez intéressant de voir un peu comment Constantine fonctionnait en 1953. L'article s'intitule « Un grave incendie ravage la fabrique de tabac Benchicou. Les dégâts se chiffrent par millions. Un incendie d'une rare violence s'est déclaré hier après-midi dans les locaux de la fabrique de tabac des fils Saïd Benchicou, 94 rue Benchicou. S'il n'y a pas, fort heureusement, d'accident de personnes à déplorer, les dégâts matériels, par contre, sont considérable. Il était 14h30. Les ouvriers de la fabrique de tabac Benchicou, dont les spécialités sont connues et appréciées dans toute l'Afrique du Nord, s'apprêtaient à reprendre le travail interrompu à midi, lorsqu'une forte odeur de fumée se dégagea du dernier entresol. Un incendie venait de se déclarer. Alerté à la fois par les employés de l'entreprise et par un receveur des trams dont la voiture était en stationnement boulevard des États-Unis, c'est juste de l'autre côté du ravin. Donc il a vu la fumée de loin. Les sapeurs-pompiers arrivaient sur les lieux quelques minutes plus tard. Mais déjà, sous l'énergique initiative des propriétaires, messieurs Benchicou frères, les employés de la fabrique s'étaient attaqués au foyer d'incendie. Un grave sinistre. Le feu avait pris dans la salle du four destiné à la torréfaction et au séchage des tabacs. Bien que l'enquête n'ait pu déterminer avec exactitude la façon dont le sinistre s'était propagé, on présume que les flammes jaillies du four ont communiqué le feu aux séchoirs situés à proximité et sur lesquels était déposé le tabac en cours de fabrication. Lorsque l'incendie fut constaté, il aurait suffi, à ce moment-là,
de quelques seaux d'eau pour le circonscrire en un laps de temps relativement court. Mais hélas, ainsi qu'il est de coutume, chaque jour, l'eau avait été coupée. L'eau avait été coupée. Et il fallut attendre l'arrivée des sapeurs-pompiers pour commencer la lutte contre le foyer dont les proportions devenaient alarmantes. Ce manque d'eau fut également pour les soldats du feu un gros handicap. Les quelques 2000 litres de liquide que renfermait l'autopompe furent en effet rapidement épuisés et il fallut alors inviter le service des eaux à alimenter les bouches d'incendie situées aux abords immédiats de l'immeuble sinistré, ce qui constitua une perte de temps irréparable. Là, c'est mon commentaire. Comme on était en plein mois d'août, Constantine, il y a toujours eu des pénuries d'eau, il y a toujours eu une recherche systématique d'aller de plus en plus loin de sources d'eau potable. Et le remède classique que les services des eaux ont contre les pénuries, malheureusement, c'est la seule possibilité, c'est de faire des coupures d'eau et de ne rétablir l'eau que quelques heures par jour. J'ai connu ça à Constantine, bien sûr, j'ai connu ça ailleurs. Alors, pendant que se poursuivait cette hallucinante chasse à l'eau, les flammes, après avoir dévoré le premier sous-sol, jaillissaient des fenêtres donnant sur le rumel, communiquant l'incendie aux 2 étages supérieurs. En moins d'une heure, des milliers de bourses de papier destinées à contenir le tabac étaient détruites sous l'effet conjugué de l'eau et du feu. Bien sûr, dans beaucoup d'incendies, l'eau fait autant ou sinon plus de dégâts que le feu lui-même. Inexorablement, les flammes avides achevaient de détruire ce que l'élément liquide avait épargné. Des quantités considérables de tabac en cours de fabrication se trouvèrent littéralement noyées. Certaines machines subirent aussi de graves dégâts. Après des heures d'efforts acharnés et continus, sapeurs-pompiers et personnel de l'entreprise vinrent à bout de l'incendie. Il aura fallu 5 lances pour le vaincre. Dégâts considérables. Dès que la nouvelle du sinistre fut connue, M. Casse-Juste, secrétaire général de la préfecture, représentant M. le préfet Bernard Lecornu et M. le commissaire divisionnaire Fiori, rentrés ce matin même de congé, se rendirent sur les lieux où un imposant service d'ordre maintenait avec peine une foule de curieux. Des colonnes de fumée montaient en spirale dans le ciel, dégageant une odeur âcre de tabac et de bois brûlé. Les services du premier arrondissement se trouvaient déjà au milieu des décombres afin de réunir les premiers éléments de l'enquête. Aux 3 étages du sous-sol ravagé par les flammes, le spectacle était impressionnant. Partout, des amas de pochettes frappées à la marque du Chablis jonchaient le sol, mêlés au tabac brut que l'eau avait transformé en blocs noirâtres. Tout cela nageait dans de véritables mares que le personnel s'efforçait maintenant d'évacuer. Aux fenêtres, s'ouvrant sur le rumel, plus d'une seule vitre. Les murs, léchés par les flammes, semblaient avoir pris le deuil. On eût dit qu'un cataclysme venait de s'abattre sur cette ruche si bourdonnante quelques heures auparavant. Les dégâts, on le conçoit, sont considérables. Hier soir, ils ne pouvaient être estimés avec précision. On parlait toutefois de plusieurs millions. La valeur commerciale d'un paquet de tabac étant de 34 francs, on peut juger du grave préjudice causé à l'entreprise par la destruction totale du produit de 2 jours de fabrication. L'enquête va s'efforcer maintenant d'établir la cause du sinistre. S'agit-il d'un acte de malveillance? On ne le pense pas. Il reste alors à savoir comment le feu a pu prendre dans le four de torréfaction, lequel est éteint entre 12h et 14h en l'absence du personnel. L'opinion qui prévaut dans les milieux compétents est que dans le foyer mal étouffé, des flammes ont dû couver et se développer. Malgré les graves dégâts provoqués par cette catastrophe, le travail ne sera pas interrompu à la fabrique Benchik. D'ores et déjà, les actifs propriétaires ont mis tout en œuvre afin de reprendre la fabrication dès aujourd'hui. Alors, un petit commentaire final. On voit que c'est un article de qualité au point de vue langage, description des faits et des éléments de compréhension de ce qui s'est passé. Et je voudrais simplement ajouter que la fabrique
Muqtaba ben Chikou, était à peu près 150 mètres du siège de la dépêche de Constantine. Et donc, quand il y a eu cet incendie, quand il y a eu cette alarme, je suis sûr que beaucoup de monde de la dépêche de Constantine est venu voir et que le meilleur reporter s'est attelé à l'écriture de cet article. Mais pour revenir à la peinture, 1901, 1901. Donc c'était un portrait du grand-père. Le grand-père qui était à peu près un portrait en buste comme celui-ci. Comme celui-ci. Donc, oui. et alors, mais il avait, et la différence, c'est que comment dirais-je, le turban n'était pas en couleur marron, là, il était blanc. Il était blanc. Oui. Le visage, les traits du visage. C'est à peu près ça, la moustache, la barbe. Sauf qu'il n'avait pas un nez aussi prononcé aquilin comme ça, non, il avait un nez droit. Il avait un droit même légèrement relevé. D'accord. Comme exactement le portrait de son neveu, Abdelkrim. On a son portrait, je l'ai trouvé. Et effectivement, il descendait droit, il est légèrement relevé à la partie inférieure. Légèrement, oui. De Abdelkrim qui a succédé à sa mort, qui a pris le contrôle de l'entreprise. De l'entreprise, oui. Oui, c'est ça. Donc ils avaient des ressemblances. Et Abdelkrim, tu l'as connu personnellement? Ah non, je ne l'ai pas connu, il est mort en 1926. Il est mort avant. 1926, mais heureusement qu'il y a le seul portrait qu'on a trouvé, c'était à l'occasion de la circoncision de son fils. Oui. Il avait donc invité tout un orchestre là pour faire la nouba, quoi. Et il était là parmi les personnages. Oui, c'est la photo, on l'a échangée par mail il n'y a pas longtemps. Je l'avais envoyé par mail. Oui, donc. Il est à l'extrême droite, debout. Voilà, debout, effectivement. C'est pas un portrait, mais c'est une image. Oui, c'est une image. J'ai extrait le portrait, moi, Ah, d'accord. De cette image, malheureusement. Et donc, il avait le nez d'Abdelkrim. Oui. Ils avaient le même nez. Le même nez, oui. Donc, droit, mais légèrement retroussé à la partie supérieure. Légèrement. Dans le tableau de dîner. Hein. Oui, dans le tableau de dîner. Donc, c'est ton souvenir personnel du tableau de dîner. Mais il n'a pas le nez aquilin comme celui-ci, non. Oui. Absolument pas. Je veux dire, c'est pour l'allure, oui. Le teint un peu plus blanc, parce que celui-ci est un peu allé par le soleil. Basané, oui. Basané. Oui, mais, et le turban blanc. D'accord. Très bien.